Bienvenue à tous sur la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique. Malik Diawara, responsable éditorial du Point Afrique, est notre invité. Avec lui, nous discutons des enjeux de la mondialisation pour l'Afrique. Malik Diawara, bienvenue sur ce plateau d'Africa 24. Merci beaucoup de me recevoir. Face à la mondialisation, l'Afrique doit tenir compte de ses objectifs les plus urgents, notamment l'accélération de la croissance et du développement et éradiquer la pauvreté. Comment, selon vous, l'Afrique peut bénéficier de la mondialisation? Alors, je commencerai par dire que la mondialisation, je n'ose pas dire qu'elle est derrière nous, mais elle a été cassée par le Covid, qui a permis de se rendre compte que les différentes économies étaient certes interdépendantes, mais qu'il y en avait qui étaient plus dépendantes euh, que d'autres. Le cas de l'Afrique a montré que, par exemple, sur le plan de la santé, nous dépendons entièrement de l'extérieur sur un certain nombre de produits qui sont des produits vitaux, nous dépendons de l'extérieur. Donc, je crois que pour pouvoir profiter de la mondialisation, il faut déjà essayer de profiter de ses marchés, de son marché intérieur ou de ses de ses marchés intérieurs. Et je pense que à tous les coups, c'est peut-être la seule solution pour les pays africains de pouvoir s'en sortir. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois parce que dans la chaîne de production au niveau international, l'Afrique garde la même place depuis presque un siècle, plus d'un siècle d'ailleurs, c'est-à-dire producteur de matières premières, et ce sont les autres pays ce sont les autres pays qui transforment ces produits. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'exporter des matières premières et de ne pas les transformer sur place, en fait, on exporte des emplois et on importe du chômage. Justement, parlant d'exportation de matières premières, au regard de la thématique de l'African Investment Forum, notamment débloquer les chaînes de valeur de l'Afrique, quelle est votre analyse du rapport de l'Afrique à l'investissement? Alors, moi, je verrai deux aspects. D'abord, l'investissement extérieur. On voit souvent que nos gouvernements s'organisent pour attirer beaucoup de capitaux extérieurs, ce qui n'est pas condamnable en soi. Le problème, c'est que presque rien n'est fait, de mon point de vue, pour les éventuels investisseurs nationaux. C'est-à-dire que dans les pays africains, aujourd'hui, on se rend compte que euh, les acteurs économiques qui sont des acteurs locaux ne bénéficient pas toujours des conditions avantageuses pour pouvoir investir, pour pouvoir travailler, etc., etc. Soit parce qu'ils sont surfiscalisés, soit parce qu'il n'y a pas de véritable code d'investissement pour eux. Bref, les avantages des codes sont souvent des avantages, mais pour des investisseurs extérieurs, ce qui ne facilite pas les choses. Or, on se rend bien compte que dans nos pays, on se rend bien compte qu'il y a de l'argent, il y a de l'argent, mais cet argent n'est pas investi sur place parce que les acteurs économiques ne sont pas suffisamment sécurisés. D'un côté, donc, les gouvernements font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de sécuriser les investisseurs extérieurs, mais les investisseurs sur place ne sont pas sécurisés et sont dans des situations difficiles. Et ce qui est vraiment le plus inquiétant quelque part, c'est que les acteurs économiques locaux et qui sortent la tête, qui prennent leur courage à deux mains, qui créent leur entreprise, etc., qui ont des marchés avec les États, se retrouvent souvent, je dirais, avec des problèmes de remboursement, ce qui fait que finalement, ils ont été téméraires, ils ont créé leur entreprise, ils ont créé des emplois, et c'est l'État même qui les met à genoux. Mais ça se voit au Sénégal, par exemple, on a le Forum Invest in Sénégal qui a mobilisé un grand nombre d'investisseurs à la fois étrangers et nationaux. Tout ça, ça compte, ça fait partie. Je veux dire que je veux juste mettre l'accent sur le fait que les États aussi prennent l'initiative de valoriser les investisseurs nationaux, en quelque Non, sorte. je ne dis pas que je ne dis pas que les États ne font rien. C'est une question d'échelle et de quantité. Euh, Moi, je ne connais pas de manière vraiment précise. En tout cas, quand je regarde, j'ai pas l'impression que l'effort qui est fait pour attirer les investisseurs extérieurs
est moins important que l'effort qui est fait pour attirer les investisseurs locaux. Moi, c'est en tout cas c'est l'impression que j'ai. Maintenant, il y a des forums qui existent, il y a des manifestations qui existent. Les États font les choses, c'est sûr. Mais on est sur un continent qui fait 1,5 milliard de personnes. Exactement. Il y a une jeunesse qui est énorme, une démographie galopante. Il y a des besoins dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'entreprise. On voit bien que un continent où l'essentiel des personnes travaillent dans le secteur informel, euh, où les entreprises sont souvent des entreprises informelles, c'est-à-dire que donc l'État ne gagne pratiquement rien sur le travail qui est fait par la majeure partie de la population, ça veut dire qu'il y a un problème. Deuxième point, on voit que, par exemple, au niveau des statistiques, quand on dit qu'un pays a une croissance de 5%, 10%, mais on sait qu'il y a un problème de statistiques en Afrique. Qu'est-ce qui prouve que c'est exactement ça? Surtout que quand on dit 5%, ben, puisque par définition, on ne sait pas ce qui concerne le secteur informel, donc c'est un peu à la louche. Donc ça veut dire que quelque part, on évolue dans un environnement un peu flou, pour ne pas dire vraiment flou, où les chiffres ne correspondent pas toujours de mon point de vue, et où donc il y a une rupture de réalité, de perception et d'éléments annonciateurs. Donc je pense que tout ça, ce sont des choses qui perturbent un peu qui perturbent les économies africaines et qui font que, ben, peut-être c'est ça qui fait que les gouvernements ont du mal, mais les populations aussi ont du mal, ça se voit. Restons toujours sur les économies africaines qui restent faiblement, comme vous venez de le signaler, et aussi le marché du travail qui est dominé par l'informalité. Faut-il prioriser la gestion des risques et la création de valeur sur le continent? Alors, sur la question des risques, moi, mon point de vue est très simple. C'est que euh, l'Afrique souffre énormément d'une image négative. Mais une image négative qui est véhiculée par l'essentiel des médias qui sont regardés par et les Africains et ce que les Africains veulent séduire. Parce que tout simplement, euh, leur perception du risque à travers, par exemple, les diverses agences de notation euh, passe par une grille qui, de mon point de vue, ne correspond pas toujours à des réalités locales. C'est-à-dire qu'on regarde un pays, nos pays, mais il y a des éléments socioculturels, à mon avis, qui ne sont pas intégrés pour pouvoir jauger véritablement de la réalité ou du niveau du risque. Donc tout ça, de mon point de vue, crée des situations qui ne peuvent pas rassurer les investisseurs, y compris même des investisseurs locaux, parce que eux-mêmes, ils se rendent compte que euh, le- 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 l'environnement au niveau juridique n'est pas assez sécurisé. Donc, tout ça, de mon point de vue, fait que la perception du risque africain est biaisée, est biaisée. Biaisé, peut-être parce que il y a des acteurs qui tirent avantage de ça, et c'est ce qui a conduit les États africains à souhaiter qu'il y ait, par exemple, une agence de notation qui soit véritablement africaine. Mais le problème, c'est qu'une agence de notation africaine euh, qui doit convaincre des acteurs étrangers qui, eux, ont leur agence de notation et ont tendance à faire confiance à leur agence de notation et à ne pas faire confiance à une éventuelle agence de notation africaine. Donc là, on se trouve dans une situation très compliquée. Tout ça nous conduit à quoi? Il faut qu'on trouve un moyen de renforcer la confiance que les Africains ont en eux-mêmes. Il faut qu'on trouve un moyen de comprendre que pour pouvoir séduire l'extérieur, mais surtout nous séduire nous-mêmes à l'intérieur, il faut qu'on ait une certaine rigueur. Quand je dis une certaine rigueur, ça veut dire que il y a énormément de compétences sur le continent africain. Faisons confiance aux compétences africaines. Que ces compétences soient des compétences sur place ou des compétences de la diaspora. Parce que quand on voit le nombre de personnes africaines qui sont à l'étranger, c'est-à-dire qui travaillent dans des structures internationales, donc qui savent la réalité et les contraintes des différents marchés internationaux, des différents univers internationaux,
Je pense que tout ça doit pouvoir être intégré dans nos pays pour pouvoir mettre en place comment dirais-je, des process qui nous rassurent et qui rassurent aussi nos partenaires. Ce n'est pas impossible. Pourquoi? Là, nous nous trouvons au Maroc. Voilà un pays qui a décidé d'être au standard international sur beaucoup de plans. Je vais souvent à des conférences, j'ai visité pas mal de pays, et je peux vous assurer qu'il y a un niveau d'exigence de qualité qui est extrêmement élevé. Extrêmement élevé. Pourquoi? Parce que pour séduire, pour séduire des investisseurs, pour séduire des partenaires, ben, il faut trouver un canal pour leur parler. C'est comme le téléphone. Si vous avez le bon numéro, ben, on vous joint. Si vous n'avez pas le bon numéro, on ne peut pas vous joindre. C'est exactement ça. En parlant du canal, justement, quel rôle doivent jouer les médias dans cette Alors, démarche? pour moi, euh, les médias sont vraiment le point, euh, le grand chaînon manquant du développement de l'Afrique. Pour moi, euh, les médias et l'éducation vont ensemble. On devrait, et j'ai eu l'opportunité de le dire à des personnalités même qui sont présentes à ce forum, que pour que l'Afrique puisse vraiment se développer, il faut une inclusivité. Cette inclusivité doit être une inclusivité politique, une inclusivité économique, une inclusivité sociale, une inclusivité culturelle. Tous ces éléments-là sont des éléments qui ne peuvent fonctionner qu'avec une vraie politique au niveau de l'information et au niveau des médias. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Je pense que l'Afrique aujourd'hui a vraiment besoin de médias qui touchent les gens. Quand je dis qui touchent les gens, ça veut dire des médias qui parlent le langage des gens. Donc, des médias qui parlent en langue, en français, en anglais, en portugais, etc. Mais des médias qui parlent en langue locale. Pourquoi? Parce que quand des grandes institutions et même le gouvernement prévoient un programme important d'investissement, d'appui à la création d'entreprises, etc., et qu'on vient nous l'exposer au journal télévisé en français, alors que ça concerne des personnes qui ne parlent pas français spécialement, mais on passe complètement à côté du sujet. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de l'éducation, pour moi, l'information en Afrique ne peut pas fonctionner exactement comme dans les pays occidentaux. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, je dirais, je dis pas l'obligation, mais nous sommes dans un environnement où on a besoin véritablement que l'information soit aussi un outil d'éducation. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, au Sénégal, la télévision, elle a commencé, la télévision a commencé par une télévision éducative. Donc, ça veut dire que pour moi, les deux mamelles vont ensemble. L'information d'un côté et l'éducation de l'autre. Et tout ça ensemble peut permettre une inclusivité. Et cette inclusivité, on en a besoin parce que pour que l'Afrique soit forte, il faut qu'elle soit forte de l'intérieur, par ses propres enfants, par l'idée qu'on se fait de nous-mêmes, et donc par notre capacité à nous en sortir et à montrer que nous voulons quelque chose pour nous. Nous sommes dignes de pouvoir vraiment, si j'ose dire, avancer la tête haute à partir de nos ressources et de nos capacités. Et quel rôle devraient jouer les jeunes dans ce Ah ben développement-là du continent? les jeunes occupent une place primordiale. Les jeunes occupent une place primordiale. Tout doit être fait pour permettre aux jeunes de pouvoir avancer. L'Afrique gagnera ou perdra à travers ces jeunes. Si les jeunes sont mis dans de bonnes conditions ou dans de bonnes conditions pour pouvoir créer des entreprises, pour pouvoir être éduqués, pour avoir confiance en eux, pour avoir confiance dans leur pays, pour avoir confiance dans leurs compatriotes, pour avoir confiance dans les institutions, l'Afrique s'en sortira. Sinon, euh, ce dont on parle souvent, c'est-à-dire la démographie africaine, en nous expliquant que c'est la grande chance du siècle, mais ce sera tout simplement une bombe à retardement. On le voit bien aujourd'hui. On dit que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir, et en même temps, nous assistons tous à la disparition de nos frères et sœurs dans les mers, en Méditerranée, dans l'Atlantique. C'est absolument incompréhensible. Le sommet Arabie Saoudite-Afrique a été annoncé. Que doit attendre l'Afrique vis-à-vis de ce sommet? Alors, moi, je constate juste que il y a énormément de sommets, France-Afrique, Turquie-Afrique, Russie-Afrique, etc., etc.
qu'est-ce que l'Afrique doit attendre? Mais on peut poser la question inverse. Mais qu'est-ce qui fait que tous ces pays-là se tournent vers l'Afrique et essaient de monter des sommets pour échanger avec les Africains? On le voit bien aujourd'hui dans de nombreux domaines. Le monde a besoin de l'Afrique. L'Afrique a aussi besoin du monde. Donc, ce qu'un sommet comme ça peut apporter, de mon point de vue, c'est évidemment les financements de projets qui sont présentés par les Africains. Encore faut-il venir avec des projets, un début, un milieu, une fin. Le Des but de projets l'opération, viables. voilà, exactement. Le but de l'opération n'est pas de recevoir de l'argent et de se dire, de se poser la question, qu'est-ce qu'on va en faire Mm, après? mm, C'est de venir avec un vrai projet budgété, mm. bien calé, et dire, nous avons besoin de ça pour pouvoir avancer, soit au niveau de l'éducation, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de tel secteur, soit au niveau des infrastructures, etc. Bref, quand on va à des sommets comme ça, on y va parce qu'on a nos besoins qu'on présente. Si quelqu'un veut financer, il finance. S'il ne peut pas financer, ben, c'est son droit le plus absolu. Mais au moins, on ne vient pas en bégayant quand on nous demande qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on va faire de l'argent. Merci à toutes et à tous. C'était l'interview d'Africa 24.